Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Éco-Débat. Aujourd'hui, une spéciale Atlantique Dialogue qui se tient à Marrakech, organisée par le think tank OCP Policy Center. Aujourd'hui, nous allons parler d'intégration régionale. Où en sommes-nous? Et tout d'abord, l'édito. Qu'est-ce que l'intégration régionale? Eh bien, comme son nom l'indique, il s'agit de la libre circulation des biens et également des mouvements de plus d'1 milliard d'hommes et femmes africains. Il s'agit aussi de capitaux qui transitent et qui fructifient au-delà des frontières et des territoires nationaux. La vision de l'Union africaine tend vers une Afrique intégrée, prospère et en paix, qui soit une force dynamique, et ce sur la scène internationale. En termes d'intégration régionale, l'Afrique est championne mondiale, en tout cas sur le papier. Car sur le terrain, la réalité est tout autre. C'est un fait, l'Afrique ne représente qu'un maigre 2% du commerce mondial. Ce n'est pas tout au moment où les Européens opèrent 70% de leurs échanges entre eux et quand les Asiatiques n'importent que la moitié des produits en Asie, eh bien, en Afrique, on est bien loin de ce compte. Les échanges interafricains ne représentent que 11%. Pourquoi cette intégration régionale ne prend-elle pas assez chez nous? Les ambitions des dirigeants africains sont pourtant très grandes, mais aujourd'hui, force est de constater que pour visiter les 54 pays que compte notre continent, il vous faudra plus de 30 visas. C'est dire comment on ne peut pas réellement parler d'intégration régionale. Et pourtant, ce ne sont pas plutôt les communautés régionales qui manquent. L'Union africaine en recense 8, la CAE, la Communauté de l'Afrique de l'Est, la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pour ne citer que celle-ci, bien sûr, l'Union du Maghreb arabe et aussi la SADC pour l'Afrique centrale. L'indice d'intégration régionale de l'Afrique, réalisé en 2016 par la Commission de l'Union africaine, la Banque africaine de développement et la Commission économique pour l'Afrique, démontre que les scores d'intégration moyens des 8 communautés économiques régionales se situent à 0,47 sur une échelle de 0 à 1. Donc, c'est globalement inférieur au niveau moyen, avec tout de même 2 régions qui sortent du lot et qui se distinguent. Il s'agit bien évidemment de la CEDEAO et de la CAE. L'intégration de l'Afrique face au nouvel ordre et de la SADC. Et là, je me tourne justement vers l'un de mes invités aujourd'hui qui va nous aider à comprendre qu'est-ce qui manque à cette intégration régionale. Il s'agit de Moubarak Lo. Bonsoir. Bonsoir. Et la SADC, nous allons parler de cette SADC. Donc vous êtes conseiller spécial, économiste en chef de la cellule d'analyse économique et sociale à la primature de la République du Sénégal et également Senior Fellow à l'OCP Policy Center. Bienvenue. Bonsoir. J'ai également le plaisir de recevoir sur ce plateau pour parler d'intégration régionale en Afrique, Ottaviano Canuto. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes administrateur à la Banque mondiale. Bienvenue à vous aussi. Alors, la question qui s'impose, c'est comment renforcer justement cette intégration régionale. Mais j'aimerais d'abord commencer avec les 5 sous-indices donc, de l'indice que je viens d'évoquer. Tout d'abord, comment peut-on parler d'intégration alors que les droits de douane, par exemple, sont 3 fois supérieurs à d'autres qui sont appliqués, admettons, en Europe ou dans d'autres contrées du monde? Oui, je peux démarrer. Moubarak, allez-y. Je fais partie d'ailleurs des auteurs de cet indice. Ah bon? Ah ben je ne savais pas. Voilà, bon, je fais partie des experts qui l'ont élaboré. D'abord, la situation n'est pas la même suivant les régions. Si vous prenez la CEDEAO, depuis très longtemps, il y a eu les produits agricoles et les produits ce qu'on appelle du cru, mais également les produits artisanaux ont bénéficié de taux préférentiels qui font que, en moyenne, les produits de la CEDEAO, à l'intérieur de la zone, avaient des taux relativement faibles. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la CEDEAO a mis en place un tarif extérieur commun et un marché commun. Donc aujourd'hui, la CEDEAO va devenir un marché commun, plus qu'une zone de libre-échange d'ailleurs. À partir de maintenant, depuis 2014, ça a été institué. Il y a certains pays qui tardent à
prendre le train en marche. C'est ça qui retarde l'application, mais des pays comme le Sénégal ont commencé déjà à l'appliquer. Aujourd'hui, si vous venez de la Côte d'Ivoire ou du Mali, vous amenez des produits au Sénégal, on vous applique le tarif extérieur commun. Ça veut dire que vous ne payez pas de droits de douane. Et l'État aussi met en place des versements au niveau de la CEDEAO à titre de participation d'effort au financement de la communauté. Mais c'est vrai que de manière générale, les tarifs demeurent élevés, mais le tarif n'est pas le plus important dans le frein à l'intégration. C'est souvent les tracasseries aux frontières, parce que même dans les zones où vous n'avez pas de tarif, par exemple dans le cadre de la CEDEAO, vous avez ce qu'on appelle l'UEMOA. Il y a 8 pays de CEDEAO qui ont constitué une union économique et monétaire, souvent des pays francophones, plus la Guinée-Bissau. Mais même dans cet ensemble où les droits de douane étaient supprimés, quand les entreprises allaient aux frontières, ils rencontraient des tracasseries douanières, des ralentissements, ou bien on les arrêtait sur le chemin, etc. Parce que normalement, demain, avec l'intégration régionale, on doit avoir une circulation libre. Vous n'avez plus des points de contrôle. C'est vraiment comme si c'est le même territoire. Mais le mouvement est là. Je pense que progressivement, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en cours au sein des communautés, avec l'appui aussi de la Banque mondiale, même du FMI dans le cadre des programmes. L'USAID aussi appuie le mécanisme sur les pratiques anormales sur les routes. Et donc je pense que progressivement, on va finir par y arriver et qu'on aura un marché unique, d'abord au niveau régional, mais ensuite n'oubliez pas qu'au niveau africain, il y a un grand projet de zone de libre-échange continentale qui va permettre de supprimer toutes ces barrières douanières, parce qu'on ne peut pas faire un accord de partenariat économique avec l'Union européenne, donc avoir une zone de libre-échange avec l'Union européenne et ne pas avoir cette zone de libre-échange au sein du continent. Alors, Ottaviano Canuto, en tant que représentant de la Banque mondiale, quelle est l'importance justement de cette intégration régionale pour une telle institution? Vous avez fait une introduction très, très bonne, très précise. Je vous remercie pour votre reconnaissance. Et bon, la vérité, c'est que même Moubarak, c'est vrai qu'on a fait du progrès en Afrique, mais le verre est plus vide que plein de l'eau. C'est incroyable comme l'Afrique a perdu des opportunités de gains économiques pour rester fermée pour elle-même. La Banque mondiale a produit un rapport, ça fait quelques ans, en démontrant la fragmentation de l'économie africaine, avec de petites économies, de petites tailles, qui perdent des opportunités, des économies d'échelle, parce qu'ils ont des barrières entre eux, plus qu'avec l'extérieur. Et ça veut dire qu'il y a des opportunités d'échelle, d'économies d'échelle, pour les économies petites, qui sont pas perdues à cause de la tarif, et pas les tarifs seulement, mais la difficulté de faire du business, la difficulté D'investir. Oui, c'est incroyable. Et c'est dommage pour l'Afrique elle-même. Alors, il faut penser aussi le côté de l'intégration physique pour aider l'intégration économique. Ça veut dire des projets d'infrastructure au niveau régional ou sub-régional qui pourraient créer des moyens de communication physique entre les pays. Ça va demander un processus de négociation et de définition de références, de régulations communes entre les pays. Mais les gains sont pour tous les pays. La vérité, c'est que si l'Afrique ne dépasse pas cette situation de fragmentation, le potentiel de croissance restera très petit. Très
Très bien. Justement, vous avez évoqué le deuxième axe, hein, ou la deuxième sous-dimension ou dimension de cet indice d'intégration régionale qui est relatif aux infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Pour transporter un produit d'un point A à un autre point B à 1000 km, il vous faudra 17 jours, par exemple, ou en tout cas 2 semaines. Qu'est-ce qu'il faut attaquer en urgence, Moubarak Lo? Parce que là, vous avez tout à fait raison. Dans les études économiques qui ont été menées, moi-même j'ai fait le bilan de la CEDEAO pour les Nations Unies, 40 ans de CEDEAO. On a vu qu'effectivement que le commerce intra-CEDEAO, il est très faible. Il est autour de 12%. 12, oui. Il a même régressé en certains moments. Bon, je fais une petite parenthèse pour un peu relativiser ce déclin. Le commerce extérieur africain, il faut voir que les Africains, quand ils exportent des matières premières, donc des hydrocarbures ou des produits miniers. Et ça pèse lourd dans la balance commerciale. C'est ça qui fait que même s'ils font des efforts pour exporter des produits agricoles transformés ou des produits manufacturés, c'est faible par rapport à l'hydrocarbure ou aux matières minérales. Donc, si vous enleviez ces produits, disons, qui sont des produits exportés au niveau mondial, vous verriez que ce qui n'est pas pétrole ni produit minéral, le commerce intra-africain fait des efforts. Par exemple, le Sénégal, pratiquement toute notre industrie manufacturière exporte vers l'Afrique. D'ailleurs, de manière globale, 43% de nos exportations, c'est vers l'Afrique. Bon, c'est vrai que nous, pratiquement, toute notre exportation est transformée, mais ce n'est pas le cas de tous les pays. Au Nigeria, 90%, 98% des exportations ne sont pas transformées, c'est des produits bruts. Brut, oui. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, effectivement, c'est un élément fondamental. Le plus grand obstacle au commerce intra-régional, c'est d'abord les tracasseries, mais c'est surtout les infrastructures, le manque d'infrastructures. Parce que n'oubliez pas que sur la côte, c'est vrai, vous pouvez utiliser la mer, mais les coûts baissent avec le nombre d'opportunités qui existent. Parce que si vous avez beaucoup de demandes sur la Méditerranée, vous avez les économies d'échelle. Donc, quand vous faites la tarification, vous pouvez avoir des tarifs bas parce que vous en sortez, parce qu'il y a du volume. Mais si vous n'avez pas assez de volume sur la côte, bien forcément, vous avez des coûts élevés. Parce que vous tarifez, disons, au coût moyen, alors que là-bas, vous tarifez au coût marginal, en quelque sorte. Le deuxième élément, en dehors de la côte, maintenant, le commerce se fait à l'intérieur des terres. Il y a beaucoup de pays enclavés. Vous n'avez pas de bonnes routes, vous n'avez pas parfois même d'infrastructures logistiques ou d'équipements, vous n'avez pas assez de camions, vous n'avez pas de chemin de fer. Le chemin de fer, ce serait le moyen le plus économe pour favoriser le transport africain. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, une solution forte, ce serait de mailler tout le territoire africain avec du chemin de fer. C'est ça qui permettrait de réduire concrètement le coût des infrastructures, le coût lié aux infrastructures. Il y a également cette dimension d'intégration productive. Pouvons-nous parler d'une chaîne de valeur régionale Otavio Canuto aujourd'hui et également d'une chaîne de valeur régionale dans cette chaîne de valeur globale mondiale? Oui. Parce qu'il y a cette dimension de productivité aussi. On a les matières premières, mais il faut produire aussi. Exactement. Je suis d'accord avec tout ça que Moubarak a dit. Le problème, c'est que où il y a des investissements en infrastructure maintenant, ils sont liés à les exportations de produits matures. Pendant que quand je parle d'intégration pour servir l'intégration économique, ça veut dire des investissements pour faire des liaisons entre des régions qui ne sont pas producteurs maintenant de matières primes. Il y aura la nécessité de combiner des investissements, des finances publiques et privées pour ça, parce qu'en même temps, la majorité des économies africaines devront passer pour un processus d'ajustement fiscal
Mais ça ne marche nécessairement contre les investissements en infrastructure. Il faut faire des choix d'application de ressources publiques à des activités, à des finalités, par exemple assurance, le projet, la préparation du projet, etc., de manière que l'investissement privé pourrait ajouter à l'effort public pour avoir des investissements en infrastructure au-delà de l'exportation des matières premières. En même temps, pour devenir viables, possibles, ces projets d'infrastructure seront nécessairement par les pays. Il n'y a aucune économie, même les économies grandes de l'Afrique à ce moment-là, n'ont pas la taille nécessaire pour être suffisants à eux-mêmes. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas autre cours que avoir des coordinations, des règlements, des efforts conjoints de pays africains pour avoir l'infrastructure, pour permettre que les compagnies pourraient s'installer et créer de la valeur ajoutée. En connectant choses de pays différents. Oui, mais quand vous parlez, c'est intéressant parce que vous parlez du cinquième point, de la cinquième dimension qui est relative à cette intégration financière et macroéconomique. Aujourd'hui, la CEDEAO, on peut parler d'un modèle d'intégration régionale, en l'occurrence sur l'aspect financier. Mais qu'en est-il sur d'autres régions et aussi entre ces régions-là sur le point financier et macroéconomique? Bon, disons quand même la CEDEAO, même dans le domaine de la convergence macroéconomique, c'est vrai que la CEDEAO a mis en place un certain nombre de critères. Parce que la CEDEAO, son objectif, c'est de bâtir une union monétaire. Très bien. Avec une monnaie unique qui va s'appeler l'ECO. Donc aujourd'hui, la monnaie unique, elle n'est plus pour 2020, parce qu'on l'a annoncé pour 2020. Bon, on l'avait annoncé pour 2000. Qu'en pensez-vous? On l'avait annoncé pour 2005, ensuite pour 2010, ensuite pour 2015. Je parle de l'avenir, je ne regarde pas. Maintenant, en 2020. Tout le monde sait que ça ne pourra pas se faire en 2020, encore qu'il y a une possibilité de le faire. Je vais y revenir rapidement. Pour faire l'union monétaire, on a dit qu'on va d'abord faire la convergence budgétaire et la convergence macroéconomique. Parce que bon, il y a des modèles qui disent qu'on ne peut pas être dans une zone monétaire, ne pas avoir des politiques économiques communes. Ensuite, il faut voir demain que si on fait la politique monétaire, il faut que les pays réagissent de la même manière. Donc, il y a toute cette convergence qui est nécessaire pour que les pays puissent avoir, disons, des harmonies dans la réaction aux chocs qui vont être provoqués par la politique monétaire. C'est ça qui justifie, disons, la théorie de la convergence. Mais aujourd'hui, on a constaté que beaucoup de pays, tous les pays, il n'y a aucun pays qui remplit les critères de convergence macroéconomique de la CEDEAO. Également, dans le cheminement, ils ont dessiné, disons, une approche où on crée d'abord une deuxième zone pour les pays qui ne sont pas dans la zone franc CFA. Ensuite, on fait converger. Mais on a constaté que ce schéma peut ne pas fonctionner parce que c'est lent. Et donc, il y a aujourd'hui une idée qui circule, c'est là où je voulais en venir, c'est une union monétaire à géométrie variable, où les pays qui sont prêts avancent et que les autres qui ne sont pas prêts, ils rejoignent plus tard. Et je pense que ce serait une excellente solution, parce qu'aujourd'hui, on peut dire que les pays de la zone franc sont prêts, c'est 8 pays qui ont une banque centrale indépendante, des taux d'inflation beaucoup plus faibles d'ailleurs que les autres pays, parce que il y a un écart des taux d'inflation qui impacte aussi justement cette convergence. Effectivement, parce que les pays de la zone CFA, ils ont peur, disons, de se lier avec les autres disons, qui sont beaucoup plus souples sur le critère de l'inflation. Ils ont des taux d'ailleurs supérieurs à 10%. À 10%, oui. Même le critère de la CEDEAO par rapport au taux d'inflation, il est supérieur au critère de l'UEMOA qui regroupe les pays de la zone franc. Donc il faudra demain sans doute trouver un moyen terme qui ne gêne pas les orthodoxes dans l'inflation, mais également qu'on encourage les pays qui pensent plutôt qu'il faut stimuler la croissance. Bon,
il y a un milieu de chemin qu'il faudra trouver. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est possible en 2020, moi je suis un optimiste de nature, s'il y a une volonté politique, de dire nous avons la zone franc avec 8 pays, démarrons la zone CEDEAO, on prend d'abord les 8 pays, de toute façon qui vont avancer ensemble, les 7 qui restent, ceux qui veulent rejoindre, on se regroupe et on crée ce qu'on appelle l'écho. Bon, peut-être le Nigeria n'est peut-être pas encore prêt, mais le Nigeria, c'est un géant. Mais c'est justement le Nigeria, juste pour nos téléspectateurs, ça représente 37% du PIB régional, mais ne figure pas parmi les meilleures performances en termes d'intégration régionale de la CEDEAO, oui, contrairement à la Côte d'Ivoire qui est le fer de lance de cette région en termes toujours d'intégration. Disons que le Nigeria a une économie tournée vers le reste du monde à cause de l'hydrocarbure. Je vous ai dit que 98% des exportations du Nigeria, c'est des hydrocarbures. Et donc le Nigeria, en quelque sorte, à cause de ça, ne regarde pas assez vers le... Ce qui n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, si vous prenez le marché de l'UEMOA, c'est le pays qui bénéficie le plus en termes d'exportation dans l'UEMOA, avec le Sénégal. Parce que c'est les deux économies qui ont des tissus industriels et qui en bénéficient. Maintenant, progressivement, je pense que le Nigeria va développer une stratégie industrielle pour pouvoir servir les besoins de la CEDEAO. Et demain, si le Maroc vient, je pense que le Nigeria va sans doute s'inspirer de cet exemple du Maroc qui a déjà un tissu industriel offensif et qui vend déjà dans beaucoup de pays de la sous-région. Parce que c'est que vend le Maroc en termes industriels dans la sous-région, le Nigeria ne le fait pas. Au Sénégal, pratiquement, à part le pétrole, on n'exporte rien, on n'importe rien du Nigeria. Bon, nous, on importe un peu de sel, un peu de produits de la pêche, mais là aussi, il n'y a pas beaucoup de commerce. Donc, il y a la langue qui joue aussi. Il faudrait qu'au sein de la CEDEAO, qu'on puisse transcender la barrière de la langue, parce qu'entre le français et l'anglais, très souvent, ceux qui parlent français commercent entre eux et ceux qui parlent anglais commercent entre eux. Il faudrait qu'on transcende cette barrière linguistique. Alors, justement, vous avez parlé de l'adhésion du Maroc à la CEDEAO. Qui se fera, j'espère, samedi prochain, de manière éclatante. Lors du sommet de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria, justement. Alors, il y a un défi qui est mis en avant, Ottaviano Canuto, en ce qui concerne cette adhésion du Maroc à la CEDEAO et son effet négatif à l'encontre notamment des tissus productifs on dit fragile, surtout avec un Maroc qui restait en tout cas il y a de cela quelques années largement orienté vers l'Europe. Comment vous, en tant que Banque mondiale, percevez justement cette adhésion? Écoute, la Banque mondiale n'a pas une vision officielle sur ces règlements parce qu'il dépend surtout des volontés des pays souverains, etc. Ce qu'on peut faire, c'est analyser les situations antérieures qui ont plein de leçons pour nous. Par exemple, l'expérience à l'Europe. Avoir une intégration monétaire sans en même temps l'harmonisation des politiques fiscales ou même des politiques de régulation financière était au cœur de la crise de l'euro. À ce cas-là, il me paraît que l'évolution est graduelle, avec de précautions pour avoir dans la zone seulement les pays qui ont fait le compromis de changer leur politique domestique. Et l'idée d'avoir plusieurs types d'intégration, ça peut aider le fait que le Maroc peut participer de ça sans abandonner ses orientations ouvertes qui a donné beaucoup de réseaux, beaucoup de résultats au Maroc. Une géométrie variable. Je pense que c'est la façon par laquelle on peut imaginer l'évolution. Géométrie variable. Bon, en fait, un dernier mot, Moubarak Loup, oui, oui, sur ce dossier. Vous savez, aujourd'hui, il y a un grand projet de zone de libre-échange continental.
pas seulement l'Afrique de l'Ouest continentale. Et normalement, d'ailleurs, dans la stratégie de l'Union africaine, ça devait être bouclé en 2017. On ne peut pas parler de zone de libre-échange continental et ne pas avoir de libre-échange sous-régional. Donc le Maroc, son arrivée à la CEDEAO, si on l'inscrit déjà dans cette perspective de zone de l'échange supplémentaire, de libre-échange continental, il n'y a rien de nouveau. Ça ne fait que traduire au niveau régional ce qui est déjà acté au niveau continental. Oui. Le deuxième élément, le Maroc fait partie de l'Afrique de l'Ouest au niveau géographique. Il fait également partie de l'Afrique du Nord par la Méditerranée. Oui. Il a choisi de se concentrer sur l'Afrique de l'Ouest, ce qui fait que le Maroc aujourd'hui n'a pas besoin d'autorisation. Parce que le traité de la CEDEAO dit que la CEDEAO regroupe les pays d'Afrique de l'Ouest. Et le traité n'a pas dit autre chose. Donc tous les pays qui sont de l'Afrique de l'Ouest sont libres de dire nous voulons être membres de la CEDEAO. Et la CEDEAO n'a aucun argument qui puisse lui permettre de dire que le Maroc ne peut pas adhérer. Donc le Maroc a déjà adhéré, disons, dans le principe, avec le sommet qui s'est tenu au Libéria. Le sommet d'Abuja va permettre de concrétiser officiellement cette adhésion. Maintenant, il y a des défis à court, moyen et long terme, parce qu'il n'y a pas que des défis du Maroc pour les pays déjà membres, mais aussi il y a des défis des pays déjà membres pour le Maroc. Je pense que dans une intégration, que c'est comme dans les mariages. Chacun vient avec des atouts et des points de faiblesse. Il faut s'accepter tel quel. Ensuite, essayer de mettre en évidence les forces, mais surtout les forces à long terme, parce que l'adhésion du Maroc va créer un effet systémique. Il y aura la CEDEAO avant le Maroc et la CEDEAO après le Maroc. Nous allons certainement en discuter après l'adhésion du Maroc à la CEDEAO. J'espère bien. Ottaviano Canuto, merci beaucoup. Vous vouliez dire quelque chose? Non, je voulais... le chemin à suivre, c'est exactement très bien dit. Libre-échange commercial, c'est ça. Investissement dans les relations physiques et infrastructures. Et une amélioration de business environment. Ça, c'est le chemin à parcours. Ottaviano Canuto, merci. Et Moubarak Lo, merci à vous aussi. Merci à tous de nous avoir suivis. La deuxième partie d'Eco Débat revient juste après la courte pause de publicité. Merci de rester avec nous. À tout de suite.